Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief du Grand Prix d'Indonésie. On fera aussi un petit retour sur le Grand Prix du Japon du côté de Motegi. Puis on va parler de l'arrivée de Marquez chez Gresini. Donc voilà mon avis sur ces différentes infos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans le commentaire, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. PS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief de la mi-temps, le débrief des matchs de rugby, de toutes les compétitions que j'ai le temps de voir en direct. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thank. MotoGP du côté de l'Indonésie, un circuit, je l'ai souvent trouvé chiant. C'est vrai que c'est un circuit qui est fou, c'est dur quoi. Je trouve que c'est un parking, un grand parking et où les virages sont pas forcément très intéressants. Je trouve qu'en plus c'était pas hyper bien filmé hein, pour rendre justice aussi un petit peu à ce circuit. Mais je préfère par exemple la Thaïlande. Alors pourtant le circuit de la Thaïlande c'est pas fou non plus, mais je trouve qu'il propose un truc un peu différent. Et là, ce circuit d'Indonésie, j'ai l'impression d'avoir un circuit totalement lambda. Il m'a jamais vraiment passionné. Voilà, cette piste, j'ai jamais été un fan des courses. Alors, j'ai jamais joué à un jeu sur cette piste. Donc, peut-être que j'aurais un autre avis si j'avais joué à un jeu de moto sur cette piste. Mais je trouve ouais, que ce circuit me passionne absolument pas. Enfin, c'est vraiment pas un circuit où je me dis, waouh, super circuit. Là, tu as envie vraiment de voir les grands prix et tu es impatient de voir une course là-dessus. Alors que par exemple, moi j'aime bien les Action Ring. Je trouve que ça propose quelque chose de différent. Ça pose un peu de variété sur la saison MotoGP. Et en plus, les grands prix sont toujours très durs en Indonésie parce que c'est quasiment impossible de dépasser. C'est-à-dire que c'est l'un des circuits, je crois, de la saison où c'est le plus compliqué de dépasser. Mais vraiment, tu vois le Grand Prix là. On a eu un peu d'animation, mais c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire que c'est un circuit où t'as ton rythme et puis tu peux pas changer de rythme facilement. Ouais, c'est un circuit qui est pas fun. Ouais, je préfère encore une fois la Thaïlande. Alors que bon, la Thaïlande c'est pas dingue, mais au moins on peut tenter des choses. Il y a la grande ligne droite, il y a ce grand freinage au bout de la grande ligne droite. Bon, on peut tenter deux trois trucs. On revient sur Motegi, là aussi un circuit que j'apprécie Motegi. Alors j'ai apprécié sur le tard, parce que c'était un circuit que je détestais par exemple quand je jouais à Gran Turismo 4. C'est un circuit vraiment, c'était le circuit où j'aimais pas, parce que j'étais pas bon sur cette piste et j'ai mis du. Alors que pourtant c'est un circuit qui est tout con, hein, en gros. Mais il y avait des secteurs où j'avais toujours du mal et j'ai pris plaisir avec la moto, j'ai pris plaisir à jouer dans des jeux sur ce circuit, mais aussi à regarder des courses. C'est vraiment avec la moto que j'ai pris du plaisir avec ce circuit de Motegi que j'ai découvert l'intérêt de cette piste de Motegi. Week-end où il y a eu encore une fois la bagarre Banaya Roré Martin avec Roré Martin qui a repris encore des points sur son écart avec Banaya et puis il y a eu les Honda qui étaient un peu mieux que d'habitude. Fabio Quartararo lui était un petit peu en difficulté comme Johan Zarco sur ce week-end. Johan Zarco qui a souvent du mal quand même à Motegi. Pas souvenir qu'il ait fait des grandes courses à Motegi. Mais un circuit où la VR46 ça a été compliqué aussi. Voilà, ils étaient déjà en difficulté. Voilà, ils se retrouvaient à avoir deux pilotes avec des clavicules pétées, donc pas mal d'incertitudes du côté de cette structure, de cette formation. Donc voilà, un Grand Prix qui était assez particulier du côté de Motegi. C'est toujours une piste difficile, Motegi. Il y a énormément de changements de rapport pour les pilotes moto. Il y a des gros freinages, il y a beaucoup de gros freinages. Et on a senti là que l'enchaînement des deux courses était difficile hein, pour les pilotes. Et puis dommage, bon, la pluie qui est arrivée le dimanche, mais en fait, je comprends absolument pas pourquoi on a fait partir la course sous la pluie. Je ne comprends pas quelle était l'idée de faire partir la course sous la pluie avec tous les pilotes qui avaient des pneus slicks. Ça n'avait mais absolument aucun intérêt.
Et ce qui fait que bon, on a dû arrêter la course très vite, ça a foutu un peu le bordel partout. Et puis bon, bah après, en fin de Grand Prix, bon, on a eu cette énorme averse et on a mis drapeau rouge. Mais il fallait retarder le départ pour permettre aux équipes de changer de pneus. Parce que là, on a bien compris après le tour de formation que tout le monde serait obligé de s'arrêter après le premier tour. On a qu'on tentait pendant 3-4 tours. On a vu notamment les pilotes remplaçants, mais c'était impossible de tenir sa moto correctement sur cette piste, vu les conditions climatiques. On parle de Marc Marquez. C'est une annonce qui est déjà pas toute jeune, hein. L'arrivée de Marc Marquez chez Gresini, c'était un peu un secret de polichinelle, on va pas se mentir. Même avant l'annonce, on commençait à bien le voir venir, parce que déjà il y avait plus de 150 motos disponibles, et on se disait que soit c'était ça, soit ça allait être un échange, pourquoi pas avec Vignales ou pourquoi pas avec d'autres pilotes, mais que ça serait un échange. Ou avec Vignales ou avec Oliveira, mais on voyait vraiment plus le fait qu'il remplace Gian Antonio et pour Gresini d'avoir les deux frères Marquez. Pour Marc Marquez, c'est quand même un choix risqué parce que il va se retrouver à avoir une Ducati qui ne va pas être conçue pour lui. Elle sera conçue en priorité pour Bagnaia, pour Bastianini et pour Jorge Martin. Donc c'est la première fois qu'il va se retrouver avec un constructeur où il ne sera pas le choix numéro 1, mais même le choix numéro 2. Et ça, c'est une première. Ça a toujours été un pilote de constructeur, hein, chez Honda. Il est arrivé tout de suite chez Honda. C'était un pilote qui était important du côté de Honda, à côté de Pedrosa. Là, ça ne sera pas le cas. Il va devoir s'adapter à une autre philosophie de moto, alors même si on est toujours sur un V4, c'est pas la même manière de faire, c'est pas la même. Il y a plein de choses qui changent. Il va pas venir avec tous ses ingénieurs non plus aussi de chez Honda. Il va devoir faire avec une équipe plus réduite. Quand vous êtes avec un constructeur, vous avez pas mal de monde autour de vous. Quand vous êtes dans une équipe satellite, bah, c'est beaucoup moins le cas. Et on va voir ce que ça va donner. Mais par exemple, son frère fait pas une saison si éclatante que ça, Alex Marquez. Donc on va voir si ça va être si facile que ça pour Marc Marquez. Mais je me dis que c'est quand même un choix risqué et couillu. Parce qu'il aurait pu se dire je reste chez Honda et puis je pourrais critiquer comme ça pendant tout le temps Honda. Mais il veut quand même relancer un peu sa carrière, tenter d'avoir des victoires. Pour Ducati, c'est pas plus mal parce qu'ils ont quand même un pilote fort sous le paletot et si Bastianini ne retrouve pas son niveau, eh bien ils peuvent se dire on met Jorge Martin avec Bagnaia dans l'équipe 1 et on fait monter Marc Marquez chez Pramac, ce qui pourrait être une stratégie aussi. Mais pour Marquez, ça va être un grand défi. Pas évident. Pas évident pour moi parce que voilà, on se retrouve à avoir un pilote qui va devoir montrer ce qu'il sait faire sur une moto qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît pas jusqu'à maintenant. Donc ça va pas forcément être évident. Alors forcément, ça fait des petits changements du côté du marché des transferts. Di Gianantonio, j'ai peur que ça soit compliqué pour qu'il reste en MotoGP parce que jusqu'à maintenant il n'a pas montré grand chose et qu'il n'y a pas 150 places disponibles. La place certainement qui va être disponible, ça va être chez Aprilia et je pense qu'elle sera réservée à Miguel Oliveira. Voilà, je pense que donc tu auras peut-être une place chez RNF. Faut peut-être tenter de jouer la place chez RNF, mais ça va quand même pas être si facile que ça. Surtout si vous avez un Paul Espargaro de disponible qui vient de chez Ducati. On voudra peut-être un pilote d'expérience du côté de chez Aprilia. Qui en plus connaît bien KTM, Paul Espargaro. Et bon, c'est vrai que cette année c'est compliqué chez KTM. Faut quand même pas se mentir qu'il a quand même subi une énorme blessure. C'est un petit peu normal qu'il ait un petit peu de mal à s'en remettre. On sait aussi, hein, ça a été
annoncé que Maverick Viñales veut le poste de pilote officiel Honda. Voilà, c'est un poste qui lui conviendrait. On sait qu'il le crie un petit peu sur tous les toits. Je suis assez surpris parce que quand tu connais le niveau actuellement de l'Aprilia et quand tu vois le niveau actuellement de la Honda, moi je resterai chez Honda actuellement. Je resterai chez Aprilia. J'irai pas chez Honda. Je trouve que chez Honda en ce moment c'est compliqué. Je me dis que chez Honda, en plus, ils ont quand même Zarco en stock qui pourrait être dans l'équipe 1 totalement, même si tu aurais deux pilotes qui ne maîtrisent pas totalement la moto, mais Zarco est capable de s'adapter, je pense. Et ça veut dire que chez LCR, tu pourrais prendre Ayogura et mettre Nakagami sur l'autre moto, ce qui pourrait être un choix aussi, surtout quand on voit quand même le talent qu'a Ayogura. Je me dis qu'il faudrait quand même le faire monter en MotoGP. Mais je me dis que voilà, du côté de Viñales, vouloir aller chez Honda à tout prix. Alors on sait qu'Honda a toujours voulu avoir un duo de pilotes espagnols à cause de Repsol, hein. C'est à cause du co-sponsor. Repsol met beaucoup d'argent pour avoir deux pilotes espagnols. On le sait depuis Pedrosa Marquez, Jorge Lorenzo avec Marquez, les deux frères Marquez. C'est depuis très longtemps qu'ils veulent deux pilotes espagnols. C'était pas un souci avant pour eux, notamment à l'époque de Mick Doohan. Maintenant, il semblerait que c'est un souci. D'avoir un pilote étranger, donc c'est peut-être ça qui pose problème pour le HRC, mais je pense qu'en plus Viñales c'est pas le pilote le plus simple à gérer, et moi j'ai du mal à comprendre pourquoi Viñales veut rejoindre à tout prix Honda alors que chez Aprilia ça se passe plutôt très bien, donc on verra la suite, mais c'est sûr que c'est assez intriguant cette situation du côté des transferts. Il y a encore des places à prendre alors qu'on est en octobre et que plutôt rare ces dernières années d'avoir des places disponibles en octobre. Normalement, on connaît un petit peu la grille à ce moment-là de la saison. On passe à la note du Grand Prix désormais. J'ai mis 7 sur 20. Pourquoi 7 sur 20 ? Parce que je trouve que les courses sont un peu sur cours alternatif. Il y a eu des moments très intéressants, il y a eu des belles bagarres. Mais déjà, il n'y a pas eu trop de bagarres dans le milieu du peloton. Alors, il faut le dire également qu'on ne nous l'a pas vraiment filmé, ce milieu du peloton. C'est-à-dire qu'au-delà de la 7e, 8e place, on ne nous filmait plus les pilotes derrière. Et encore, même sur le Grand Prix du dimanche, je crois qu'on n'est même pas allé jusqu'à la 8e place pour filmer. Mais on a des moments intéressants, mais la majorité du week-end est un petit peu ennuyant. Alors oui, il y a Pecco Bagnaia qui passe par la Q1. Il y a quelques trucs comme ça intéressants, mais ça permet pas de sauver le week-end qui, pour moi, est pas exceptionnel. On passe tout de suite au bilan des Bleus. On passe au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. C'est un bon week-end pour Fabio, avec notamment un podium. Il a été dans le rythme. C'est fou parce que on a l'impression que la saison outre-mer lui réussit vraiment pas mal pour le moment, parce qu'en Inde, c'était plutôt intéressant. Alors, le Japon, ça a été compliqué, mais on a l'impression quand même qu'il retrouve, je dirais pas encore des sensations, mais qu'il retrouve quand même un petit peu de performance déjà sur sa moto. Parce que c'est vrai que pendant quelques courses, ils étaient quand même dans l'impossibilité de faire mieux que 12 ou 13. Ils n'avaient vraiment pas le rythme pour faire mieux. Et là, j'ai l'impression que la moto marche un peu mieux. Alors, c'est quand même pas fantastique encore, cette Yamaha, hein. Et on est encore sur un circuit où la puissance moteur a moins d'impact que sur d'autres pistes, et où, comme c'est plus compliqué de dépasser, il a moins été gêné par la différence de puissance, par exemple, par rapport à des Ducati. Puis les Ducati étaient peut-être un peu moins bonnes, notamment lors du Grand Prix. Mais c'est plutôt bien ce qu'a fait Fabio. Il a su saisir sa chance, notamment le dimanche lors du départ, où il a fait vraiment un très bon départ, puis vraiment une mise en route qui a été rapide. Donc c'est plutôt bien. Après, il faut savoir si ça va tenir dans le temps, s'ils ont enfin trouvé des solutions à leurs multiples problèmes, hein, problèmes moteurs, problèmes de châssis, problèmes de plein de choses. Est-ce qu'ils ont enfin trouvé une solution et aussi une entente entre Yam, Crutchlow et Quartararo? Parce qu'il semblait qu'on partait un petit peu sur des idées différentes, que Crutchlow n'avait pas forcément les
disait que l'équipe n'avait pas forcément les besoins que donnait Fabio, donc c'était un peu compliqué. On avait du mal à savoir quelle était la priorité. Est-ce que c'était le moteur? Est-ce que c'était le châssis? Est-ce qu'il fallait travailler les deux? Ou est-ce qu'il y avait vraiment un souci de châssis et que le moteur ne pouvait pas évoluer tant que le problème de châssis n'était pas corrigé? Bon, mais là, c'est vrai que ça fait quelques courses qu'on a un peu un regain de forme du côté de Yamaha. On va voir si ça va tenir, notamment du côté de Phillip Island, où là, ça va être compliqué dans la ligne droite, mais où toute la portion technique, ils peuvent être bons du côté de Yamaha. Et puis au Qatar, où certes, normalement, c'est compliqué, mais ils ont toujours su avoir des bons résultats ces dernières années au Qatar. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais c'est un bon week-end, voilà, pour Fabio, il peut être content de ce qu'il a fait. Je continue avec Johan Zarco. Week-end noir pour Johan. Je crois que c'est son pire week-end de la saison. Mais vraiment pire week-end de la saison, je crois assez largement. Il a eu du mal déjà à trouver du rythme parce qu'il n'avait pas de rythme, ça ne marchait pas ce week-end avec sa moto et surtout l'écart de performance avec Rory Martin. Là, il était vraiment énorme et était difficile à défendre pour Johan Zarco. Chute le dimanche alors qu'il peut peut-être marquer un point, qui n'aurait pas sauvé son week-end, loin de là, mais qui aurait pu dire bon bah voilà, j'ai pas fait 0 pointé. Le samedi, de toute manière, c'était impossible pour lui d'aller marquer des points, mais vraiment aucun rythme. C'est-à-dire qu'il était bon dernier dimanche et il avait, il trouvait pas de solution. Hein. On a vu pendant tout le week-end, impossible d'avoir une moto performante. Voilà, donc est-ce que c'est un circuit qui ne lui convient pas? Je ne crois pas. Donc vraiment un gros manque de performance pour Johan. Après, bon, encore une fois, cette deuxième partie de saison, comme souvent, est très compliquée pour Johan Zarco. Ça fait depuis quand même quelques courses où les résultats sont moyens. Parfois, il sauve son dimanche avec une 12e, 13e place, mais c'est quand même des week-ends un petit peu compliqués pour Johan en ce moment. Et ça serait bien de retrouver de la confiance parce que l'année prochaine, il va falloir se rappeler qu'il est quand même performant, même si les résultats ne seront peut-être pas au départ en adéquation avec ses attentes. Ça sera peut-être compliqué de faire mieux que 12e, 13e sur certaines courses au début avec cette Honda, mais ça va être son job maintenant de travailler pour Honda et de faire du bon travail avec la moto et alors est-ce que ça sera avec l'équipe 1 ou avec Lucio Cecchinello? Ça c'est la grande question pour le moment, mais c'est vrai que ce week-end ça a été dur et j'espère qu'ils n'attendaient pas de voir ce week-end-là de course chez Honda pour savoir s'ils allaient sonder un pilote pour le mettre dans la moto officielle ou s'ils allaient prendre Zarco pour le mettre sur la moto officielle. Parce que sinon, je ne suis pas sûr qu'il ait fait bonne impression sur ce Grand Prix d'Indonésie. On passe à Tech 3. On n'a pas marqué de points chez Tech 3 sur ce week-end de course. On sent que les deux pilotes sont sous pression. Parce que il y aura pas de la place pour tout le monde. Ils ont 5 pilotes sous contrat mais que 4 motos du côté de KTM. Donc je pense que c'est pas simple en ce moment pour les deux pilotes Tech 3. Avec un Paul Espargaro qui doit se demander dans quelle galère je me suis quand même fourré. Moi qui pensais re-rentrer au pays, on va dire, avec KTM, l'équipe où j'avais eu des bons résultats et retrouver des bonnes sensations. Il tombe après une course et ça l'a mis tout de suite sous pression. Déjà d'être obligé de revenir quand même un petit peu vite, puis sous pression d'avoir des résultats. Parce que, encore une fois, KTM a pas très bien joué au niveau des contrats. Et du côté de Augusto Fernandez, il fait pas une mauvaise saison, surtout qu'il faut quand même dire qu'il est sur une KTM. Mais pour le moment, c'est pas suffisant pour que les grands pontes de KTM lui disent on t'accorde la confiance et on est sûr de te donner cette moto-là l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est compliqué. En plus, on sait aussi que du côté de Tech 3, on voulait plus avoir forcément deux très jeunes pilotes dans l'équipe avec peu d'expérience. Donc là, s'il prenait Augusto Fernandez
Enfin, s'ils gardent Augusto Fernandez, ils auront un pilote qui monte du Moto 2 plus Augusto Fernandez qui a à peine une saison en MotoGP. Ça sera peut-être pas forcément évident. Sauf que si tu gardes Paul Espargaro, est-ce que tu es sûr qu'il va retrouver l'entièreté de ses moyens? Est-ce que tu penses qu'il sera capable de marquer des gros points pour l'équipe? Donc c'est un peu une grande question quand même en ce moment chez Tech 3 et il doit y avoir des grandes réflexions. Pardon, ça doit les fatiguer aussi, je m'excuse, avec Hervé Poncharal, ils doivent se dire est-ce qu'on doit garder tel ou tel pilote en numéro 1. Je pense qu'il y a vraiment des grosses interrogations et qu'il doit y avoir des discussions entre KTM, Hervé Poncharal. On sait très bien que c'est KTM qui aura le fin mot dans cette histoire, mais bon, on sent que ça pèse sur les pilotes et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal à être performant parce que peut-être qu'on essaye de surpiloter pour se mettre en avant un petit peu et ça c'est pas forcément l'idée du siècle. On passe tout de suite aux pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence avec Francesco Pecco Bagnaia. Le week-end était très mal embarqué. Samedi soir parce que 2 qualifs à la 13e place, parce qu'une course sprint samedi qui était... Alors, il fait un bon départ, hein, il gagne pas mal de positions au départ, et puis après, son rythme stagne, donc on se dit à ce moment-là, dimanche, sur une course plus longue, ça peut peut-être être compliqué pour le pilote italien, et surtout que Jorge Martin semblait intouchable, et là on se dit, il va peut-être repartir de l'Indonésie, il avait une dizaine de points d'avance, et il va repartir avec 15-20 points de retard peut-être, s'il n'arrive pas à être plus performant. Donc samedi soir, enfin moi c'était plutôt dimanche quand j'ai vu la course sprint, lundi même quand j'ai vu la course sprint, parce que dimanche je faisais des beignets. Je me suis dit, ça pue du cul. Voilà, hein. C'est que la situation est pas bonne du tout pour Pecco. S'il arrive vraiment pas à trouver de la performance, ça risque d'être difficile. Et puis, comme par miracle, dimanche, il a retrouvé du rythme. Parce que quand je le vois partir et se retrouver sur le podium dimanche, je me dis, bon, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'il va perdre des positions. S'il a le même rythme que samedi, il va perdre des positions. Et puis, il a trouvé le rythme. Et puis, il profite également de la chute de Jorge Martin, qui lui permet de reprendre des gros points le dimanche. Et c'est l'un des rares dimanches où il a été mieux que Jorge Martin, même, vu le nombre d'abandons qu'il a eu le dimanche. Mais c'est une victoire qui va faire du bien à Ducati, enfin l'équipe officielle, mais qui va faire beaucoup de bien à Pecco Bagnaia, parce qu'il était un peu dans une spirale négative. Depuis sa chute en Catalogne, vous aviez Jorge Martin qui était vraiment revenu très proche, qui lui était même passé devant samedi soir. Il était vraiment, je dirais pas la tête au fond du seau, mais la dynamique n'était pas en sa faveur. Et puis, cette journée de dimanche, arrivée comme par miracle, avec une moto qui enfin lui convient, peut-être parce que les conditions de piste étaient un peu plus fraîches que prévu et qu'anticipé, peut-être avec des réglages qui avaient été modifiés, peut-être aussi parce que il avait travaillé les datas encore plus dans la nuit de samedi à dimanche. Eh bien, c'est ce qui a fait qu'il gagne ce Grand Prix, et cette victoire va lui faire beaucoup de bien dans la tête. Il repart conquérant, Bagnaia. Il était plus conquérant, il subissait un petit peu les événements jusqu'à maintenant. Pecco Bagnaia, il va repartir conquérant, surmotivé, et je pense que voilà, c'est vraiment une victoire qui va faire beaucoup de bien à tout le monde. Et on a vu la célébration chez Ducati, parce que je pense qu'on commençait à flipper sérieusement en se disant on va repartir avec 15-20 points, ça va être compliqué. Alors ils n'ont pas savouré la chute de Jorge Martin. Je pense que parce qu'ils savent aussi qu'il ne faut pas non plus énerver Jorge Martin qui partirait dans une équipe d'à côté. Ça l'a déjà un petit peu énervé la manière dont ils ont célébré la victoire de Bagnaia au pilote espagnol, mais c'est vrai que ça va faire beaucoup de bien à Bagnaia. Il reprend un peu d'avance, c'est pas grand chose, mais il repart sur une dynamique qui est bien meilleure que celle qu'il avait depuis la Catalogne, où c'était compliqué, où il était un peu en difficulté. Donc là, ça va être vraiment bien pour le pilote italien. Et puis ça montre aussi qu'il a récupéré de ses chutes.
voilà, de la voiture, de la moto pardon, qui lui a roulé dessus, il a bien récupéré. Donc maintenant il est reparti au top et vraiment physiquement ça va être costaud. Tiens, on va parler d'autres pilotes italiens, d'une équipe même italienne, la VR46, avec Bezzecchi et Marini. Chapeau messieurs, parce que ce sont des mecs qui se sont fait une clavicule. Ça, faut quand même notifier ça. Ils se sont fait une clavicule il y a une semaine. Donc, c'est récent. On est sur un sport physique. Où il faut tirer sur le guidon, où il faut se déplacer, se mouvoir. Pour bien piloter, il faut être actif sur la moto. Le faire en ayant une clavicule en moins, une clavicule pétée, waouh, c'est très très bien réalisé de leur part. Parce que ça a dû être une souffrance, surtout pour Bezzecchi dimanche, parce qu'il a fait le Grand Prix complet. Marini, lui, a chuté en cours de Grand Prix, bien emmené par, je crois que c'était Brad Binder. Mais du côté de la VR46, normalement ce week-end aurait dû être très compliqué et on a marqué des gros points pour le classement par équipe, mais encore une fois pour le classement pilote aussi, pour Bezzecchi, parce qu'il conforte sa 3e place avec ses résultats, alors que c'était très très mal embarqué. Et il faut saluer le courage de ces deux pilotes, parce que certes, ils étaient peut-être déclarés aptes par la clinique mobile, mais derrière, il faut enquiller un week-end de course avec les essais, la course sprint, la course longue. Maintenant, les week-ends sont quand même hyper exigeants physiquement et aussi en termes de concentration. Et forcément, la douleur, ça vous prend de l'énergie. Et les deux, bah, ils ont réussi à le faire. Alors, peut-être parce qu'ils avaient une énergie en plus, une colère en plus pour ces deux pilotes. Mais ils ont vraiment donné le maximum. Moi, je peux leur dire vraiment chapeau parce que quand on sait comment c'est compliqué quand même une clavicule, réussir à repartir à un bon niveau de performance, c'est pas évident du tout. Donc non, chapeau messieurs, chapeau à ces deux pilotes qui ont fait vraiment du bon boulot. Je poursuis avec Viñales. Il voulait montrer à tout le monde ce week-end qu'il a été en capacité d'aller chez Honda. On l'a bien compris, il ne le criait pas sur tous les toits, mais pas loin, du côté de Viñales. Bah, il a fait le job pour montrer, vous voyez, je peux être quelqu'un de fiable, je suis quelqu'un qui a une bonne pointe de vitesse, je suis quelqu'un aussi qui a bien géré ces nouveaux formats de Grand Prix. Autant il y a des pilotes qui ont eu du mal à se mettre dans le rythme vraiment pour ces nouveaux formats de Grand Prix, autant Viñales, et c'était pas sûr au départ, mais a plutôt bien géré la chose. Et puis il a montré aussi, je pense à Honda, en disant les défauts que j'avais chez Yamaha, je ne les ai plus aujourd'hui. Je suis un pilote meilleur qu'à l'époque de Yamaha et que je peux donc encore progresser. Et ça, je pense que c'était l'envie de Maverick Viñales. Il avait vraiment envie de faire un truc en plus ce week-end. Il avait vraiment une surmotivation. Maverick Viñales qui était assez dingue. C'était pas le seul à être comme ça. Il y a un autre Italien également qui avait une surmotivation. On en parlera. C'est le pilote juste après dans les pilotes au top. Mais la manière dont Viñales a couru pendant tout le week-end, c'était assez dingue. On sentait que voilà, il voulait prouver à tout le monde ce qu'il savait faire. Et ça donne quand même une belle 2e place pour la course longue. Ça donne une 4e place sur la course courte. Et surtout, il a encore été devant Aleix Espargaro. Ça fait quelques courses comme ça où on a l'impression que Aleix Espargaro est un petit peu en difficulté. De toute façon, Aleix Espargaro fait une saison qui est moins bonne que l'année dernière, assez largement. Et je trouve que Viñales, il progresse aussi par rapport à sa première saison chez Aprilia. Et même en cours de saison, on voit une évolution dans sa compréhension de la machine et dans cette capacité à gérer les week-ends de course. Il fait jusqu'à maintenant vraiment du très très bon boulot. Donc voilà, belle perf de la part du pilote espagnol. Et on va voir maintenant ce que va penser Honda, ce que va penser Aprilia. Moi, à sa place, je resterai chez Aprilia encore une fois, mais
il a montré à tout le monde que c'était pas un branquignol qui savait légèrement piloter Maverick Viñales, pour ceux qui l'avaient un peu oublié. Et puis je termine avec Di Giannantonio. Sixième le samedi, Di Giannantonio, quatrième le dimanche, et puis présent en Q3. Ça lui est pas arrivé si souvent que ça dans sa carrière. Alors j'ai peur que ça arrive un peu tard, mais je crois qu'il voulait montrer à tout le monde que c'était pas un faire-valoir, et je pense qu'il voulait montrer à tout le monde aussi que il avait le potentiel pour rester en MotoGP, qu'il avait le talent pour rester en MotoGP, et peut-être aussi qu'il a montré ce qu'il valait à Kawasaki pour le Superbike. Il voulait montrer à tout le monde ce qu'il sait faire, montrer qu'il est bon en termes de pilotage. Par contre, mon problème, c'est que pourquoi il ne l'a pas fait avant? Parce que là, ça arrive un peu tard et ça risque d'être un peu trop tardif pour Di Giannantonio. Pourquoi il ne l'a pas montré il y a 4 mois, 5 mois? Il aurait fallu montrer ce niveau-là de performance parce qu'on l'a attendu très longtemps. Il s'est fait quand même un peu manger l'année dernière par Bastianini. Cette année, ça a été aussi compliqué face à Alex Marquez. Et surtout, on n'a pas vu trop d'évolution de performance entre sa première et sa deuxième saison. Il était souvent le dernier pilote Ducati. Là, il a voulu montrer qu'il savait quand même rouler en MotoGP. Alors on verra où il ira l'année prochaine. Est-ce qu'il repartira en Moto 2? Est-ce qu'il ira du côté du Superbike? Ou est-ce qu'il restera en MotoGP si on lui fait une offre? Je pense que ça risque quand même d'être compliqué pour la MotoGP. Surtout s'il n'a pas de discussions en ce moment qui sont en cours avec RNF ou avec LCR. Mais je crois qu'il voulait montrer ce qu'il savait faire. Et puis peut-être qu'il se dit aussi que LCR pourrait lui confier une moto si Johann Zarco partait dans l'équipe 1 de Honda. Voilà, ça pourrait accointance italienne, on va dire, avec Lucio Cecchinello pour avoir un pilote transalpin dans sa formation et que Di Giannantonio puisse être ce pilote transalpin. Mais est-ce que ce n'est pas un peu trop tard? Eh bien, ça, on le saura dans les semaines à venir. J'espère qu'on le saura avant novembre. Di Giannantonio, normalement, on devrait le savoir dans les semaines à venir. Bon, je pense que dans les 2-3 semaines à venir, grand maximum. Je serais surpris qu'après le 10 novembre, on n'ait pas des nouvelles de Di Giannantonio et qu'on n'ait pas la grille moto vraiment finalisée. Parce que je rappelle qu'après, il y a les essais les essais de Valence qui arrivent juste après la fin de saison. Donc c'est toujours important pour les équipes d'être au complet sur ces essais de Valence. Bon, on passe tout de suite au bonnet d'âne. On passe au bonnet d'âne tout de suite. Les 3 bonnets d'âne de ce week-end. Je commence avec Brad Binder. Je trouve que cette année, Brad Binder, alors je ne sais pas si c'est la KTM qui lui convient moins ou si il est frustré parce que il s'attendait après un bon début de saison à être peut-être mieux sur les courses. Il fait pas de mauvaise saison, Binder, mais je trouve qu'il a un pilotage cette année qui est hyper agressif. Et là, l'action qu'il a... Alors déjà, avant, il avait un pilotage qui était musclé, mais là, c'est plus musclé, c'est vraiment agressif. Et parfois, ça a limite du raisonnable, notamment là avec la Marini où il se tape en plus un long lap. Ça lui coûte quand même des grosses secondes, ce long lap, en plus, parce que ça aurait pu lui permettre, quand on regarde bien, au niveau du classement de la course, Binder termine 6e. Mais quand tu te dis sans le long lap, il peut être à la bagarre avec Di Giannantonio pour la 4e place sur ce week-end de Grand Prix. Donc tu te dis c'est frustrant parce qu'il y avait encore peut-être des plus gros points à aller chercher. Et je trouve que il force beaucoup dans son pilotage à certains moments et il décide de faire parfois des erreurs. C'est pas toujours très intelligent sa manière de faire, Brad Binder. S'il veut être champion du monde, et c'est son objectif, et il a vraiment le talent pour ça, Brad Binder, il faut aussi savoir à des moments rester calme, ne pas faire le foufou. Ce qu'a su faire Bagnaia notamment l'année dernière, ce qu'il continue à faire cette année.
Ce qu'a fait Martin aussi, parce que Martin, il se mettait une tôle à chaque course quasiment, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Et Binder, il sait le faire en plus, il sait déjà gagner des grands prix, mais il sait être pas forcément dans la surenchère. Il l'a fait en Moto 2, il l'a fait au début en MotoGP, mais là je trouve que cette année, il y a pas mal de courses où quand il va au contact, c'est un peu trop quoi, c'est un peu beaucoup trop. Cette année Binder, ça serait bien qu'il se calme, qu'il prenne pas trop exemple sur son collègue de chez KTM, qui est Jack Miller, qui a parfois été un peu foufou. Parce que là, c'est vrai qu'ils font enfin voilà, il fait pas mal d'erreurs. Est-ce qu'ils sont aussi que Jack Miller commence à avoir une performance, peut-être être un peu plus constant au niveau de sa performance? Je trouve que Jack Miller fait pas une saison exceptionnelle, mais bon, il y a un problème avec Brad Binder là depuis quelques cours. Je trouve qu'il surpilote au niveau de l'agressivité, et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, faut qu'il redescende un petit peu. Parce que sinon ça risque d'être dangereux pour lui de continuer dans cette voie-là. Et puis bon, ça serait triste qu'un Brad Binder soit pas champion du monde vu le talent qu'il a démontré dans les catégories inférieures et lors de sa première saison en MotoGP. Donc il va falloir qu'il règle le curseur au niveau de l'agressivité, parce que là sur l'action avec Marini il est complètement fautif, et ça aurait pu être très dangereux. Il a eu la chance même d'avoir que un long lap, parce que des fois sur des actions comme ça où on considère que vraiment il y a un pilote qui est plus fautif que l'autre, ça peut être plutôt de longues laps. On a vu parfois des cas, notamment dans les catégories inférieures, où on n'hésitait pas à faire de longues laps. Je passe l'autre flop, c'est Marc Marquez. Alors Marc Marquez qui a annoncé qu'il rejoignait Gresini. Ça va pas être si facile que ça aussi pour Marc Marquez, mais on en a déjà parlé avant, c'est qu'il va falloir qu'il retrouve de la régularité. Cette année et les années précédentes, depuis son accident en 2020, il est capable de faire des coups d'éclat, mais il n'est pas capable d'être régulier. Et cette année, c'est assez visible, c'est-à-dire qu'il y a des courses où il arrive à faire podium avec la Honda, soit il fait podium, soit il tombe. C'est quasiment... voilà, soit il arrive à faire une belle perf, soit il tombe ou il fait 15 de la course sans avoir été régulier, en se prenant 4 chutes dans le week-end. Et à un moment, il va falloir réussir à retrouver de la régularité, à retrouver ce qui a fait sa force pendant très longtemps, cette capacité à jouer avec les limites, mais à réussir à ne pas toujours les dépasser. À les dépasser peut-être le vendredi, mais à ne plus les dépasser sur le reste du week-end. Et c'est un peu le problème cette année, c'est qu'il est souvent au-delà de ses limites. Et ce qui fait qu'il tombe énormément. Et ça, c'est pas bon déjà physiquement, parce qu'il y a un moment où ça va de nouveau péter, et il va encore se péter quelque chose, et ça sera encore une longue période d'indisponibilité. Mais c'est surtout pas bon pour la confiance. Et ça, c'est important, la confiance pour un pilote de moto, pour un pilote de F1. Et là, c'est le gros problème pour Marc Marquez en ce moment, c'est qu'il chute beaucoup trop. Alors oui, la moto n'est pas performante, mais déjà, quand tu tombes, tu ne rapportes pas de données à ton équipe. Là, il a rapporté très peu de données à son équipe, donc son équipe ne peut pas faire évoluer sa moto si elle n'a pas des données fiables et si elle n'a pas suffisamment de données. Et en tombant en début de course, et en plus, les deux chutes qui se prend en Indonésie, c'est deux chutes où il rank Mach 12 dans le virage. Tu vois dès le départ que ça ne peut pas le faire. C'est-à-dire que la manière dont il rentre, avec la vitesse avec laquelle il rentre, ça ne peut pas le faire. Donc c'est quand même très frustrant, alors qu'il y avait des gros points à récupérer ce week-end. J'espère qu'il ne sera pas dans ce côté-là chez Gresini un peu on-off. C'est-à-dire soit je performe, ma moto est fantastique et je suis très bien, ou soit je suis complètement largué et en plus je chute pendant tout le week-end en essayant d'en faire plus que ce que mon matériel est capable de me fournir. Et c'est là où ça va être une grande question. Et puis, je termine avec un dernier pilote espagnol, c'est Jorge Martin. C'est un flop pounet, parce qu'en soi, il gagne samedi, quand même, Jorge Martin. Je le mets en flop, pourquoi ? Parce que ce week-end, il pouvait faire il pouvait mettre le coup de bambou sur la tête à Bagnaia. C'est-à-dire vraiment enfoncer Bagnaia, qui était, encore une fois, sur une spirale négative. S'il gagne le Grand Prix dimanche, Bagnaia relève pas trop la tête, c'est-à-dire que la troisième place de Bagnaia n'aurait pas suffi. Il se tôle de manière très bizarre.
Ce qui faisait à une époque où il était capable de stoller en étant en tête des courses, en forçant sur son pilotage. Mais là, j'ai même pas l'impression qu'il force. Quand on voit, il est peut-être légèrement hors trajectoire, mais c'est pas flagrant. Sauf que c'est une chute qui a des conséquences, c'est une chute qui est déjà hyper frustrante parce qu'il pouvait gagner, faire le super week-end Jorge Martin, c'est-à-dire gagner course sprint, course longue, ça aurait été fantastique pour lui. Alors il aurait juste raté la qualif. Il fait en plus un super départ, c'est-à-dire qu'il part deuxième ligne, il fait vraiment un super départ. Donc là, tu te dis, c'est bon, il va pouvoir mettre en route son Grand Prix. En plus, il y a de l'avance, très vite, il prend de l'avance, il prend la seconde, 2 secondes d'avance. Et puis là, je sais pas ce qui se passe, il tombe alors qu'il force même pas sur son pilotage, alors qu'il est même pas en danger avec des pilotes qui reviendraient sur lui, il contrôlait totalement l'écart. Et c'est une chute qui a des conséquences parce que il repart avec des points de retard au championnat. Alors que normalement il aurait dû repartir avec des points d'avance si tout s'était correctement passé. Et puis en plus avec le fait que Bagnaia s'impose sur ce week-end, c'est vrai que c'est frustrant. Voilà, je crois que c'est le bon terme, frustrant pour Jorge Martin. Alors on voit qu'il est rapide, mais ça montre aussi qu'en MotoGP, il ne faut pas faire d'erreurs, ou il faut éviter de faire des erreurs, parce que tout de suite après tu te retrouves dans une situation compliquée. Demandez à Bagnaia, qui a quand même eu tendance à régulièrement tomber sur les 2 dernières saisons. Ça devient plus compliqué ensuite pour être champion du monde. Il faut que les adversaires ensuite fassent également des erreurs. Jorge Martin n'avait pas commis d'erreur depuis très longtemps en cette année 2023. Mais là, c'est tombé au mauvais moment, comme qu'on dit, parce que sinon il serait arrivé du côté de Phillip Island avec pas mal d'avance. Alors après, je crois me rappeler que Phillip Island, c'est un circuit où il avait plutôt été bon l'année dernière. Je crois me rappeler Jorge Martin, du petit souvenir que j'ai de la course de 2022. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements du côté de la MotoGP. On commence avec le classement pilote. Pour le moment, Francesco Pecco Bagnaia est en tête. Il a perdu la tête entre la course sprint et la course du Grand Prix du dimanche, mais il a retrouvé la tête de ce championnat avec 346 points. Son avance est quand même pas très élevée. Il a 18 points d'avance pour le moment par rapport à Jorge Martin. Ça va rester serré jusqu'à la fin de saison. Derrière, on a Marco Bezzecchi qui est encore possiblement champion du monde. Il peut encore le faire, bien entendu. Mais l'écart est quand même maintenant un petit peu important. Voilà, pour aller chercher le titre, il y a 45 points avec Jorge Martin. Notamment Brad Binder 4e, Aleix Espargaro 5e, devant Maverick Viñales qui remonte au championnat par rapport à Aleix Espargaro, les duettistes de chez Aprilia. Johan Zarco qui a été devancé maintenant par ces 2 pilotes. C'est vrai que les 2 dernières courses n'ont pas été bonnes, mais encore ce problème de deuxième partie de saison pour Johan Zarco, et là ça se voit bien en termes de points et de résultats. Luca Marani 8e, Jack Miller 9e et Fabio Quartararo 10e qui prend des points importants et qui recolle surtout à Jack Miller et Luca Marini. 3 points de retard par rapport à Jack Miller et 134 et 12 points de retard sur Luca Marani. Alex Marquez est 11 devant Franco Morbidelli. Augusto Fernandez est 15e, c'est le seul rookie cette année devant Marc Marquez qui a seulement 64 points du côté de chez Honda. On passe au classement constructeur. Pour le moment, Ducati est en tête avec 527 points. Le match est surtout intéressant entre KTM et Aprilia. KTM a 283 points, Aprilia a 266 points, mais Aprilia remonte par rapport à KTM. KTM plus régulier, mais Aprilia a déjà remporté 2 courses et fait une 2e place. Yamaha est 4e avec 152 points, 3 points d'avance sur Honda. Les bons résultats de Fabio Quartararo font du bien, mais le match reste serré entre les 2 équipes japonaises. On passe du côté du classement constructeur. Mauvais week-end pour Pramac, mais ça n'a pas eu trop de conséquences du côté du championnat constructeur. Ils sont toujours en tête avec 490 points. On retrouve ensuite la VR46, Ducati et 3e, Red Bull KTM 4e, Aprilia 5e. Là encore le match, 4 points d'écart entre ces 2 équipes. Yamaha
Et 6e avec 211 points. On retrouve ensuite Grésini avec 178 points devant RNF, LCR, Honda. KTM reste devant Honda, mais ça se joue à 4 points près entre ces deux structures. Nous, eh bien, on se retrouve pour le Grand Prix d'Australie, qui est la prochaine manche du championnat du monde. Ça sera du côté de Phillip Island, pardon. Ça sera également le 22 octobre. On aura la Formule 1 et la MotoGP en même temps. Et puis, on aura encore un double week-end du côté Formule 1 MotoGP du côté de la Thaïlande. Et on retrouvera ensuite le Grand Prix de Malaisie le 12. Le 19 novembre, le Grand Prix du Qatar, décalé en fin de saison. Il faudra voir avec les conditions climatiques. Ça a été difficile pour les pilotes de F1, ça sera peut-être encore plus compliqué pour les pilotes MotoGP. Et puis on retrouvera ensuite le Grand Prix de la communauté de Valence. Ça sera le 26 novembre pour clôturer cette saison. Ça sera aussi pendant un Grand Prix de Formule 1. Ça serait bien peut-être de décaler les deux calendriers un peu plus, parce que cette année on a eu beaucoup de week-ends où on avait à la fois la F1, à la fois la MotoGP, et ça nuit à la visibilité de la MotoGP. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!